Salut à tous, bienvenue sur Wargame Lore Geek TV. Alors, on est parti pour du lore nouveau, à savoir le piège de Narkmoon. Donc c'est le bouquin de croisade. Dans ce bouquin de croisade, c'est le moment où on a le lore qui avance vraiment. Là, on a la suite de Vigilus. Alors Vigilus, ça date de plusieurs années. On a un personnage qui est mis en avant, c'est Arkin Worldclaimer. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière. D'ailleurs, petite précision, hein, je me suis planté. Il vient pas de World Eater, mais il vient des Night Lords. Voilà, donc petite correction qui a été faite. Comme ça, voilà, ne partez pas dans des... Enfin, attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur Internet, hein, vraiment pas. Donc là, c'est sympa parce que on va avoir, encore une fois, je vous le dis, du lore qui avance. C'est une nouvelle époque, le temps a passé, on va retrouver Arkin Worldclaimer qui, je vais pas vous refaire parce que je vous l'ai fait dans la vidéo précédente, mais est la voix d'Abaddon, il est là pour prendre part au combat à la place d'Abaddon et, alors au-delà de la place, pour préparer le terrain pour Abaddon. C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé un petit peu quand même malgré tout curieux, c'est que voilà, il ait besoin de cet agent, et que cet agent Arkin est vraiment mis en avant. On a un peu l'impression que c'est lui qui fait le boulot, et que derrière, Abaddon vient, et puis voilà, fait 2-3 petits trucs, et puis voilà. Et puis vous allez voir que on va très vite avoir des informations, et vous dites, ah oui, quand même, il lui fait vraiment confiance. Et la confiance au sein du chaos, bah, c'est quelque chose qui est quand même malgré tout assez étonnant. Allez, on y va. Donc, Arkin, vous le voyez, il est sur son vaisseau. Alors, c'est un vaisseau de classe Désolator. Tous ceux qui aiment bien Battlefleet Gothic, ça va être comme les arches fatidiques. On a beaucoup de noms de vaisseaux spatiaux qui sont mis en avant. Alors, pas le nom tel qu'il a été baptisé, parce que celui-ci s'appelle le Scourge of Star, mais la dénomination, c'est-à-dire un vaisseau de classe Désolator. Et pour tous ceux qui attendent, Dyle, on est avec toi, le retour de Battlefleet Gothic, je continue à penser qu'il se casse bien la tête à nous mettre à chaque fois des noms de vaisseaux spatiaux en tête, des noms de classes de vaisseaux spatiaux, pour nous habituer à l'univers, et que quand on va jouer à un jeu, peut-être qui sortira un jour avec des vaisseaux spatiaux dans Battlefleet Gothic, ou un autre endroit, ça s'appellera peut-être que ça va être justement dans la zone de Nashmoon, c'est totalement possible, mais en tout cas, voilà, on aura l'habitude parce qu'on aura vraiment les vaisseaux spatiaux. Donc, il est en train de marcher sur son poste de commandement. Alors on nous décrit un peu cette zone. C'est une zone où il y a une énorme console de communication qui est au centre de la pièce, remplie d'énergie ésotérique, avec des gros chargeurs, des gros câbles d'alimentation, des runes qui luisent un petit peu sur la paroi. Et autour de lui, eh bien, il y a quelques serviteurs. Très simple, il y a beaucoup de sang évidemment parce que c'est un endroit où sans doute il a fait régner sa justice, son commandement, et puis tout au bout il y a en fait un pupitre de commandement, mais il le déteste. Alors pourquoi est-ce qu'il est là? Ça c'est une bonne question, mais en tout cas il le déteste et il estime qu'il n'y a qu'une seule personne qui est apte à se mettre sur un trône de commandement, c'est Abaddon le fléau, et que tous les autres ne sont que des bureaucrates, et il déteste les bureaucrates. Alors, pourquoi il n'a pas explosé tout simplement ce bureau pour gagner un peu de la place, ou ne serait-ce que... Voilà, mais c'est ça j'avoue que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il garde ce pupitre de commandement, enfin ce bureau, et qu'il déteste les bureaucrates. Enfin, pour quelqu'un de si énervé qu'Arkin Worldclaimer, moi je pense qu'il aurait complètement vaporisé ça. Mais bon, en tout cas, c'est pour donner une ambiance et pour donner un peu son style de mouvement. Enfin, de mouvement, je dis ça parce qu'en fait, ce qui est très caractéristique, c'est qu'il est tout le temps en train de bouger. Là, il reçoit des plaques de données, il les regarde, il les rejette, il aboie des ordres. Alors, ce qui est très présent sur Arkin, c'est sa façon de communiquer. Comme sa voix est une arme en soi, eh bien il sait qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. Et donc, il est très lacunaire. À chaque fois qu'il va donner un ordre, ça va être un mot, quelques syllabes, et en fait, tous se doivent de comprendre. Ceux qui ne savent pas et qui n'arrivent pas à comprendre, se sont retrouvés un petit peu en tache de sang sur son parterre de commandement. Donc, il attend. Il a des informations, et puis il y a c'est pas un astropathe chez les chaotiques, mais un membre d'une cabale de communication, on va dire, qui se rapproche et lui dit « Monseigneur, nous sommes prêts à établir la communication ». Donc, lui, eh bien, il congédie en fait tous ceux qui sont là avec lui, et puis il dit ferme le sanctum. Donc le sanctum, c'est l'endroit où il est, cette zone de commandement, et il voit au fur et à mesure que tout se ferme autour de lui. Alors, ses pensées, jusqu'à présent, elles étaient tournées justement sur l'armada
qui est autour de lui, parce qu'il est à la tête d'une armada d'un millier... Alors, j'ai pas le nom exact, mais de plusieurs milliers de vaisseaux. Encore une fois, il faut imaginer la taille que ça représente, c'est colossal. Alors bien sûr, il y a des vaisseaux de toute taille, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos sur justement la taille des flottes. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle à chaque fois, parce qu'il faut savoir que les vaisseaux dans Warhammer 40 000, c'est énorme. Un vaisseau, un croiseur, alors un simple croiseur, c'est 4 km. Donc c'est vraiment une échelle colossale, et donc avoir des milliers de vaisseaux forcément c'est énorme. Non, j'étais même en train de me dire que s'il y a des milliers de vaisseaux qui font 4 km, ça fait déjà 4000 km, on a déjà une bonne taille de planète, une petite planète ou une lune en tout cas, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc il est entouré de toute une armada, et cette armada là elle est sur plusieurs points, elle est autour de 3 planètes, planètes qui ont été conquises, pardon. je zappe, allez. Alors cette flotte de plusieurs milliers de vaisseaux, pour l'instant, elle se prépare justement à attaquer l'autre côté du chemin de Nashmoon, du piège de Nashmoon, et elles sont pour l'instant autour de planètes. Alors ces planètes qui étaient impériales se sont trouvées bien évidemment purgées de la présence impériale, et puis on a tous les vaisseaux de défense planétaire qui brûlent en orbite ou viennent s'écraser à la surface de la planète, leur générateur à plasma explosant, et ce qui provoque en fait énormément de dégâts au sol, bien évidemment, c'est pas pour déplaire aux forces du chaos, et puis ils attendent comme ça un ordre, un moment précis. Et alors qu'il était justement en train de penser à ça, il pensait aussi à la difficulté qu'il avait de contrôler une force aussi puissante, mais aussi disparate en termes de volonté. C'est-à-dire qu'il est avec des seigneurs du chaos, et chaque seigneur du chaos, même s'il est normalement inféodé à Abaddon, eh bien, en fait, il y a toujours certains seigneurs qui se croient plus puissants, ou en tout cas qui pensent pouvoir prendre le pouvoir à Harkyn, parce que Abaddon n'est pas là présentement. Donc après, est-ce qu'il serait capable d'aller remettre en cause Abaddon? Peut-être, pour certains vraiment les plus fanatiques et les plus courageux. Mais Harkyn étant un petit peu moins, forcément moins prestigieux dans ses conquêtes, eh bien voilà, il y en a certains qui se disent « Ouais, pourquoi c'est Harkyn qui domine toute cette armada, peut-être que je pourrais faire meilleur que lui. » Et en fait, lui le sait, en a conscience, et en fait, il a à sa disposition plusieurs moyens pour justement les museler, alors que ce soit la force, que ce soit la manigance, que ce soit la duplicité, il y a vraiment plein de petites ficelles comme ça pour gérer ces seigneurs du chaos, et il a un plan pour eux. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là où son esprit revient sur l'intérieur de la pièce, et le sanctum se ferme, devient hermétique, et il voit en fait devant lui se matérialiser la forme d'Abaddon. Alors, pas directement, mais comme un hologramme de communication. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que d'habitude, ces hologrammes de communication sont toujours un petit peu vacillants, et là, pour le coup, la force d'Abaddon, c'est d'avoir même cette présence, ne serait-ce que par ce moyen de communication. Et Harkyn, a du mal à soutenir le regard d'Abaddon. Donc Abaddon lui demande « Alors, qu'as-tu fait avec tes forces ?» Alors il explique, Seigneur, je vous ai conquis Vigilus, je me suis rapproché, et puis j'ai tout simplement réussi à faire en sorte que vous puissiez conquérir facilement ce monde. Je n'ai bien sûr pas pu éradiquer l'ensemble des impériaux, et c'est là le sens de la question d'Abaddon. Abaddon se dit, qu'est-ce que tu m'as laissé en fait sur place, qu'est-ce qu'il reste en fait, parce que faut se rendre compte que dans ce chemin qui s'appelle le piège de Nashmoon, je ne sais pas si c'est Nashmoon ou Narmoon, il y a certains m'ont dit il faut dire Narmoon, donc m'ont dit c'est Nashmoon, donc faites-le à votre sauce, moi je dis Nashmoon, ça va être plus simple. Donc dans tout ce couloir qui représente en fait une distance colossale, il y a tout plein de zones où par choix, pour gagner en vitesse, pour gagner en volume, Harkyn n'a pas engagé énormément de force pour éradiquer le dernier impérial, pour éradiquer le dernier pirate qui pourrait y avoir encore dans cette zone-là, et il a préféré justement
accentuer ses conquêtes et gagner en vitesse. Alors, donc, qu'est-ce que tu m'as laissé sur le chemin justement pour te rejoindre? Il dit, bon, quelques bandes éparses, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même dépêché quelques petites forces pour pouvoir les gérer, que ce soit des mercenaires, donc on peut imaginer un peu tout, on peut même imaginer des mercenaires croûtes par exemple, ce genre de choses, pas forcément des flottes du chaos, je me suis occupé de les délaisser, sachant qu'ils n'ont absolument aucune chance de reconquérir cette zone et que vous ne serez absolument pas embêtés pour venir me rejoindre. Alors après, la question que je me pose tout de suite, c'est Abaddon, combien encore il a de force en réserve? Parce que toute cette force qu'il a confiée à Harkyn pour aller attaquer justement l'autre côté du piège de Nashmoon, qui est bien lui, qu'est-ce qui s'est gardé en fait? C'est une question qui est... Alors, je n'ai pas encore la réponse, peut-être qu'il y aura la réponse un peu plus tard. Comme d'habitude, je vous le rappelle, j'essaie de ne pas aller trop loin dans la lecture pour pouvoir faire des supputations sur l'avenir. Si je lis tout et qu'après je vous dis « Oh tiens, on peut se demander ce qui va se passer », alors que je sais exactement ce qui va se passer, j'apprécie pas trop, donc je préfère pouvoir laisser libre cours à mon imagination, c'est comme ça que j'aime faire les vidéos. Donc, je ne sais pas quelle est la force qui est en réserve avec Abaddon, mais Harkyn, lui aussi, se pose la question, et en fait, il regarde Abaddon et il lui dit « Seigneur, qu'avez-vous fait sur Vigilus ?» Vigilus qui est vraiment la première zone, dans la cicatrice Maledictum, vous avez justement ce couloir, et du côté de l'Imperium Nihilus, donc de l'autre côté, là où on n'a pas la lumière de l'Astronomicane, etc., eh bien, on a Vigilus, et Vigilus, Abaddon annonce « J'ai gagné !» Voilà, c'est clair, c'est net. Donc voilà, il a réussi à triompher. Et on sent qu'Harkyn, eh bien, c'est trouvé légitime de poser cette question. Parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que poser une question à Abaddon, le fléau, faut quand même être un petit peu sévèrement burné. Parce que voilà, demander, alors pas des comptes, mais demander quelle est la situation à Abaddon. Et toi, Abaddon, qu'est-ce que ça s'est bien passé de ton côté? Voilà. Et en fait, Harkyn, on nous dit, il ose poser cette question, même si c'est très difficile, mais il garde sa contenance et son calme parce qu'il se sent légitime. Il sait qu'il a le droit de poser cette question et que ce qu'il a prouvé, de par sa loyauté, de par ses actions, mérite de poser cette question. Ça, c'est un élément que je voulais souligner parce que je trouvais que c'était important. Et ensuite, Abaddon lui dit est-ce que tu es prêt à sauter pour aller dans le système de Sangatera? C'est la planète principale qui défend l'autre côté du piège de Nashmoon. Et il lui dit oui, je suis totalement prêt. J'ai déjà envoyé une avant-garde et cette avant-garde a fait du très bon travail parce qu'elle m'a donné énormément de renseignements sur les préparatifs des impériaux, parce que bien évidemment les impériaux savent que Harkyn va arriver, que Abaddon va arriver. Et puis, il se dit « Je suis prêt à votre ordre à lancer l'attaque ». Et en fait, Abaddon ouvre sa main, énorme, gantelée, et en fait, on voit un vaisseau qui apparaît en hologramme au sein de sa main. Alors Harkyn, à cette distance-là, il n'arrive pas à voir les détails, mais la forme de ce vaisseau-là, elle est extrêmement reconnaissable. Et il reconnaît le Planet Killer. Le Planet Killer, ça c'est un vaisseau emblématique, si ce n'est pas le vaisseau le plus emblématique de Warhammer 40 000, le Planet Killer. Je pense que tous ceux qui ont joué, bien sûr, encore une fois, à Battlefield Gothic, vous l'avez en tête. Là, je vous remets une image. Alors, d'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas s'il a été amélioré, enfin, s'il y a eu des améliorations dessus, au niveau de design, etc. Enfin, de ce que j'ai vu, ça a l'air assez similaire avec ce qu'il y avait avant. Mais en tout cas, on a le Planet Killer. Et en fait, Abaddon tend la main. Et là, Harkyn baisse les yeux, tend la main aussi. Et en fait, le Planet Killer, en hologramme, se matérialise dans sa main. Donc, on nous dit que ça dépasse les lois de la physique. Ça ne devra pas exister, cette transmission d'informations d'un personnage à un autre. Mais pourtant, voilà, ça existe. Et à ce même moment, eh bien, Harkyn sent une présence colossale autour de lui et le Planet Killer se matérialise aussi dans sa flotte, au sein de sa flotte. Et voilà. Et là, on est prêt. Il est prêt à sauter et voilà, tel que se termine ce petit chapitre. Et en tout cas, alors, je vais aller un peu plus loin dans la vidéo, mais déjà, ce premier chapitre-là, je trouve qu'il est assez incroyable de voir à quel point Abaddon fait confiance à Harkyn. Alors, le Planet Killer, c'est un vaisseau principal pour Abaddon, mais ce n'est pas son vaisseau principal. Vous savez que lui, il est sur le Vengeful Spirit. Vengeful Spirit, d'ailleurs,
On n'a pas plus d'informations, mais la dernière fois qu'on a quitté le Vengeful Spirit, il était sur le point d'exploser, hein. Donc, pour rappel, ce qui s'est passé, c'était que... alors, je vais essayer d'aller assez vite. On avait Abaddon qui se bat contre Marnus Calgar. Il est sur le point de l'achever. Il lui a tranché la gorge, ce genre de choses. Et en fait, là, on a en même temps un vaisseau... alors, je sais plus quel type de vaisseau c'est, mais un vaisseau Eldar qui est chargé avec des missiles, ah, comment ils s'appellent, les super missiles, je sais plus comment ils s'appellent, tiens d'ailleurs, mais qui est chargé avec des, ah mince, faut que je trouve le nom. Ah oui, des missiles Death Strike, voilà. Donc il y a une alliance, hein, vraiment, entre l'humanité et les Eldar. Les humains ont donné des missiles Death Strike, comme si les Eldar, ils n'avaient pas de quoi faire sauter quelques planètes, mais bon, admettons. Mais c'est pour la signification, hein, cette alliance entre les Eldar et les humains contre le chaos. Et le vaisseau s'est explosé contre le Vengeful Spirit, à tel point que le Vengeful Spirit est sur le point d'être désemparé, et voire détruit, et que il doit absolument se réfugier dans le Warp. Et c'est là où, justement, Abaddon reçoit ce dernier message, on va sauter, Seigneur, faut venir tout de suite, sinon, alors déjà, vous allez rester là. Et puis, il n'est pas impossible que, aussi, Abaddon a peur de perdre le contrôle aussi du Vengeful Spirit. S'il s'en va dans le Warp, est-ce qu'il le récupérera ou pas? Je sais pas. Et donc, voilà, ce qui fait qu'il n'a pas le temps de finir Marnus Calgar comme il faut, voilà, un petit coup d'épée comme ça, etc., à la vitesse de la lumière, non, c'est pas possible, il n'a pas le temps, et c'est ce qui sauve Marnus Calgar, et c'est ce qui nous fait disparaître Abaddon. Abaddon s'enfuit dans le Warp, alors qu'il était plus ou moins en train de gagner, de par cette attaque sournoise des Eldari, aidés avec les missiles Death Strike. Et c'est le point où on en était, c'était que on ne savait pas ce qui s'était passé après. Donc, est-ce que... Bon, après, on se doute bien que Abaddon n'a pas disparu parce que y a une rupture du champ de confinement alors que le Vengeful Spirit passait dans le Warp et que voilà, fin de l'histoire. On le sait bien. Mais en tout cas, voilà, il est à bord du Vengeful Spirit, on ne sait pas dans quel état il est, mais on peut quand même raisonnablement imaginer que ça va avoir un impact. Que peut-être que dans une prochaine bataille spatiale, eh bien, on va se dire « Ah oui, il est qu'à 60% de ses capacités. » Quelque chose comme ça, on verra. Mais en tout cas, il n'est pas là, il est en retrait. Alors, je vous remets la carte du piège de Narmund, et on voit bien hein, que vous avez d'un côté, au milieu, bien sûr, la cicatrice Maledictum, d'un côté, l'Imperium Sanctus, avec la planète principale, Sangatera, le monde forteresse, et de l'autre côté, Vigilus, qui était le siège des précédentes campagnes. Et il y a très peu, en fait, de voies de communication stables qui permettent de passer de l'Imperium Sanctus à l'Imperium Nihilus, d'où l'intérêt, justement, de ce piège, de cette voie de communication. Alors, on sait que ce n'est pas la seule, on sait qu'elles sont très peu nombreuses, mais que peut-être c'est celle qui permet de faire passer le plus de vaisseaux, celle qui est la plus stable, et qu'elle est très importante aussi pour le chaos. Hein, on peut se dire, oui, le chaos, ils peuvent voyager dans le Warp faire très facilement aussi. Bah non, pas forcément. Donc même s'il peut y avoir des aides, des dieux du chaos, des petits pactes, ce genre de choses comme ça, ils sont quand même soumis aux entités qui sont dans le Warp. Et c'est dangereux pour eux aussi de voyager à travers la cicatrice Maledictum. Même si... faut bien le dire, c'est quand même plus simple pour eux que pour l'Imperium. Mais en tout cas, voilà, on voit à quel point c'est important, et je trouve que c'est très inspirant, et ça me rappelle Les Héros de la Galaxie, magnifique série. Je me souviens plus quel est le nom en VO, je vous remets le nom en VO. Et en fait, il y avait ce passage-là aussi où c'était deux empires qui étaient en guerre, et en fait où il y avait une zone comme ça qui permettait le passage des forces d'un endroit à l'autre, et vous aviez comme ça un méga monde forteresse qui était au milieu. Là en fait c'est plutôt sur deux mondes forteresse, un à l'entrée et à la sortie, Vigilus d'un côté, et là maintenant Sangatera. Voilà, donc là toute la partie de ce livre là va se porter sur Sangatera. Alors à la suite, on va avoir un petit historique de tout ce qui s'est passé. Donc je vais vous le faire assez rapidement. Étape 1, l'éruption de Sanguis. En fait, ce qui se passe, c'est que sur Sangatera, la Firewarp, enfin l'escatrice Maledictum, augmente, et il y a une éruption, et cette éruption englobe une partie de la planète, et surtout sa lune. Et quand le Warp reflue, telle une marée, cette lune s'est transformée en monde démon. Donc on a un monde démon qui est en orbite autour de Sangatera, ce qui est quand même assez important. Donc ensuite, on dit la guerre des cauchemars. La guerre des cauchemars, c'est le passage que je vous ai déjà narré, le fait qu'on a Abaddon d'un côté, Calgar, ils se battent, tac, on n'achève pas Calgar, et puis hop, on s'enfuit avec le Vengeful Spirit. Ensuite, toutes ces rumeurs, en fait, sur le fait que Calgar est tombé, va servir en fait l'Imperium. C'est-à-dire qu'on va pas dire qu'il a réchappé tout de suite
son combat contre Abaddon, mais qu'on va l'élever en tant que martyr. Et puis, ça va galvaniser en fait les forces impériales parce que c'est Saint Calgar a sacrifié sa vie, il a donné le sacrifice ultime pour l'Imperium, pour faire gagner du temps à l'Imperium, et Abaddon a été mis en fuite, donc c'est Saint Marnus Calgar, etc. Donc après on sait bien sûr qu'il survit. Ensuite on a la guerre coronaire, donc on a Cartovalnus qui est un inquisiteur, et cet inquisiteur lutte depuis longtemps pour renforcer en fait Vigilus. Il a la main mise sur beaucoup de défenses de Vigilus, et quand bien sûr Abaddon attaque, lui orchestre en fait avec ses forces qu'il a préparées à l'avance la défense évidemment de Vigilus. Maintenant, le fait est que Abaddon n'est plus là, mais toutes les forces restent là en fait, même si le Seigneur n'est plus là. On a encore Arkin Worldclaimer qui lui bien sûr se bat sur Vigilus, et Cartavolnus sait qu'il doit absolument tenir le plus longtemps possible et renforcer évidemment Vigilus. Alors on nous dit aussi que Vigilus avait demandé bien sûr des renforts qui n'avaient pas, l'Imperium n'avait pas donné suite à ces renforts, et bien évidemment l'Imperium est en guerre de toutes parts, et puis avec la cicatrice Medium, c'est très difficile d'avoir des communications viables et encore plus de transmettre en fait des ressources d'une zone à une autre équilibrée. C'est très compliqué, donc voilà ce qui n'a pas aidé en fait à défendre ce monde de Vigilus. Alors à un moment donné, sur Vigilus, Arkin Worldclaimer va recevoir à un moment l'ordre d'Abaddon de s'enfuir, mais de quitter Vigilus pour directement aller porter le combat de l'autre côté du piège de Nashmoon. Et on voit, ça me paraît vraiment très intelligent, intéressant, parce que c'est vrai qu'en termes de combat, on peut imaginer que voilà, la force arrive d'un côté, et puis tout de suite, on va essayer de ne pas perdre de temps, pas que l'adversaire se renforce, et on va continuer notre lancée parce qu'on a un objectif, un but. Le but, c'est pas simplement de prendre une planète et puis waouh, on a pris une planète, mais il y a vraiment une dimension beaucoup plus stratégique sur ce combat et sur cette guerre autour du piège de Nashmoon, et je trouve que c'est cohérent en fait. C'est assez rare parce que d'habitude, à chaque fois, on a une zone de guerre, mais sans avoir vraiment d'enjeux énormes, peut-être un peu avec le Paria Nexus, où là du coup ça venait, mais la plupart du temps, hormis Cadia évidemment, mais je trouve quand même des exemples, mais si on va chercher sur tous les petits suppléments qui étaient sortis à une époque, il y avait moins cette dimension stratégique, et là on a vraiment cette dimension stratégique. Donc Arkin part avec 1 millier de vaisseaux pour justement aller dans le piège de Nashmoon, donc ce que je vous ai raconté avant, c'est-à-dire préparer le chemin pour la suite, pour que la force d'Abaddon, une fois qu'elle aura vraiment annihilé toute résistance sur Vigilus, pourra continuer son avancée. Et puis voilà, donc on nous dit que sur Vigilus reste une force qu'on va entendre parler, c'est les chevaliers chaotiques de Mandragore. Voilà, Mandragore, retenez-le, c'est un nom qu'on va revoir un peu plus tard et qui vont être assez présents dans ce bouquin. Alors, l'avancée de Arkin, elle n'est pas si simple parce que il y a aussi la seigneuresse amirale Priscia qui va coordonner la défense à l'intérieur, et même si elle est en très grande infériorité par rapport aux milliers de vaisseaux qui sont en train de traverser, eh bien, ses grandes compétences tactiques vont lui permettre d'affaiblir considérablement les forces d'Arkin. Donc c'est dire si elle a un travail important, et dans ce que on va revoir là, c'est un personnage qui va être assez important. Alors certes, elle ne va pas triompher parce que bien sûr elle est en infériorité numérique, pas de miracle, mais en tout cas c'est un personnage important dont on reverra un petit peu, j'imagine, des choses. Ensuite, sur Vigilus, un personnage aussi très important, c'est la Sainte Vivante, Célestine. Et oui, Célestine, en fait, elle apparaît dans un des combats de Vigilus pour protéger un sanctuaire, et elle demande à tous de se sacrifier, et de par ce sacrifice, générer l'énergie nécessaire pour lui permettre de triompher, de remporter la première victoire sur Vigilus. Et c'est en effet la première victoire sur Vigilus, portée par Sainte Célestine. Donc ensuite, on nous dit qu'elle se bat contre trois princes démons, ou des buveurs de sang, je ne sais plus. Non, c'est 3 seigneurs démons, donc elle a réussi à vaincre le premier, le deuxième, etc. Par contre, dans le troisième en fait, il crie sa fureur alors qu'il voit les 2 autres mourir, et enfin être banni dans le warp plutôt, et ça va déclencher une explosion warp qui va engloutir l'ensemble des défenses de Vigilus
et la Sainte Vivante. Donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue, mais on se rappelle, là on nous rappelle qu'elle a disparu dans justement cette explosion. Voilà. Alors après, on peut imaginer quand même que si nous en reparle, c'est qu'elle va revenir. C'est un personnage qui revient assez régulièrement. Elle est plus ou moins immortelle, hein. On nous l'avait dit déjà quand elle était sortie en figurine avec Gathering Storm dans le premier tome. D'ailleurs, je vous l'ai fait en vidéo, hein, si vous avez envie de regarder, n'hésitez pas. Mais en fait, elle est l'incarnation de la volonté de l'empereur. Ce qui veut dire que même si elle est vaincue au combat, eh bien, tant que son âme existe quelque part, elle existe sans doute protégée quelque part dans un domaine spirituel de l'empereur, ou en tant que la volonté de l'empereur, eh bien, il peut la réveiller. Alors, on sait qu'elle est lasse de tout ça et qu'elle aimerait en fait disparaître, mais l'empereur l'appelle, elle sait qu'elle doit répondre et elle se réincarne, elle réapparaît dans les moments où vraiment l'Imperium a besoin de cette force-là pour triompher. Donc voilà, on peut imaginer qu'on va en avoir un peu plus de choses. Et enfin, dernière partie qui nous amène à ce qui va se passer maintenant, c'est les forces en fait qui sont en fuite du côté de la cicatrice Maledictum qui est dans l'Imperium Nihilus. Ces forces vont suivre en fait l'armada de World Climber et vont essayer de rejoindre Sangha Terra pour se protéger, pour peut-être renforcer aussi les choses. Alors peut-être qu'elles la suivent ou peut-être que si elles la précèdent en fait, hein, qu'elles sont chassées par l'avancée d'Arkin et que plus Arkin avance à travers les systèmes du piège de Nashmoon, plus justement les défenseurs quittent leur poste plus ou moins plutôt que d'être détruits. Enfin, on peut imaginer, on a des vaisseaux de réfugiés. Alors le problème, c'est qu'il y a un afflux assez important de réfugiés et que parmi eux, Abaddon sans doute, très certainement, c'est certain, infiltre en fait beaucoup de ces agents et c'est très difficile de vérifier la provenance de chacun des vaisseaux. Donc c'est très facile de pouvoir glisser en fait comme ça des agents dormants qui vont à un moment donné, on l'imagine bien, venir causer la pagaille sur les défenseurs de Sangha Terra. Et enfin, dernier personnage important, c'est la chamonesse Junit Eruita qui vient en fait renforcer le dispositif impérial et va avoir un impact assez élevé sur la configuration de défense. Alors, du côté de l'Imperium, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, on va essayer de se défendre et de créer un cordon. Donc, il y a plusieurs planètes qui sont sélectionnées pour former le mur Sanctus. Donc, c'est tout simplement une ligne de défense avec plusieurs mondes, plusieurs systèmes qui sont renforcés le plus possible afin de permettre à Sangha Terra de tenir le plus longtemps possible et surtout à l'Imperium d'arrêter l'invasion d'Abaddon et de World Climber. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je vais vous passer les choses parce que là, on est vraiment sur un petit descriptif à chaque fois de une ou deux lignes avec beaucoup de noms sur telle planète, il se passe ça, un soulèvement, etc. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est la pagaille. Il y a énormément de problèmes parce que, je vous l'ai dit, hein, les vaisseaux qui arrivent, eh bien, des fois, on a des corps de combat qui révèlent leur allégeance et en fait, ils sont du côté du chaos, sont des renégats. Donc, on les accueille, peut-être on leur donne en plus un peu de renfort, d'armement, et puis ils se retournent contre l'Imperium. On a des cultes aussi qui se dévoilent, qui sortent de l'ombre, avec beaucoup de prêches, hein, de prêches pour les dieux du chaos. Arkin arrive, etc. Donc même lui se fait annoncer à l'avance. Donc voilà, je vais vous passer un petit peu tout ce passage-là qui est extrêmement détaillé, que je trouve un petit peu moins intéressant en vidéo parce que c'est un peu, voilà, c'est juste un petit peu l'étalage de différents noms. Donc on va passer ça. Alors ensuite, on a deux pages qui représentent les défenseurs de Sangha Terra et l'effectif des envahisseurs venus du piège. Alors c'est très détaillé, c'est du listing. Je peux vous dire en vrac que on va avoir du côté de l'Imperium beaucoup de sœurs de bataille qui vont former vraiment une force assez importante. On a par contre très peu de vaisseaux. Donc là, par exemple, pour l'Adeptus Astartes, on a 5 frégates de classe Gladius, 11 destroyers de classe Hunter. C'est tout, ce qui pèse quand même pas lourd, même si ce sont des vaisseaux extraordinaires, bien sûr, voilà, mais bon, par rapport à des milliers d'autres vaisseaux qui sont un peu du même acabit, ça va être un petit peu faible. Dans les vaisseaux après, on a
7 vaisseaux amuraux, donc on peut imaginer de classe empereur ou des choses comme ça, 28 escorteurs et 12 vaisseaux de surveillance du système, ce qui fait très peu, 14 escorteurs et 19 vaisseaux de commerce. Quand on commence à compter les vaisseaux de commerce, c'est qu'on n'est pas très bien. Ensuite, du côté des envahisseurs, on a bien sûr la Black Legion. La Black Legion, on a donc le Planet Killer, voilà. On a 23 vaisseaux de catégorie amirale, donc différents types de vaisseaux, mais de très grande classe. 57 de catégorie escorteur, 30 vaisseaux de spectre empyréen indéterminé, donc on ne sait pas trop, et plus de 400 navettes et barges de levage super lourds, donc tout ce qui est le débarquement pour envoyer les forces au sol. Ça, c'est uniquement la Black Legion. Après, on rajoute les Night Lords, donc 17 vaisseaux amuraux, quand même, hein, c'est pas rien, 84 escorteurs, et ce qui est assez notable, c'est qu'au final, c'est un peu plus même que la Black Legion. Donc ça, c'est assez notable. 350 navettes, voilà. Après, il y a des éléments d'autres vaisseaux, donc les Emperor Children, les Iron Warriors, les World Bearer, les Thousand Sun. Estimation de 76 vaisseaux de guerre. Rien que ça, on est déjà plus que ce qu'avait l'Imperium. Des renégats, voilà. L'avant-garde de World Claimer, les apôtres de l'infection, les apôtres du doute, les apôtres de la terreur, voilà, à chaque fois avec des petits descriptifs. Fer de lance de Darovar, donc c'est la maison Mandragore. Donc on a 3 arches macro convoyeuses, 11 escorteurs, ça c'est pour les vaisseaux spatiaux. Et puis on a 103 harnois de chevaliers du chaos. Donc ça commence à faire. Là, si vous voulez faire ça en figurine, c'est atteignable. Mais faut y aller. 16 brigades de la Ligue de la Maison Mandragore avec soutien bladé et voilà 944 idolâtres avec cerveau-clad, soutien logistique et aérien. Quand même fait pas mal de monde. Et puis l'Uneforge Omega Trex, donc ça c'est le Dark Mechanicum. C'est bien qu'on ait un petit peu de passage sur le Dark Mechanicum. Alors là, il y a vraiment très peu de choses, je peux tout vous lire. Technis Magna, Théosolde, Bram, Adepte, Euphémira, Nécole, disciple de l'assassin transphasique, meute de machines démons transcanidés non identifiés, corps d'infanterie augmétique, projecteur d'Aitiri photonique, et c'est tout. Voilà. Et on a très peu d'éléments, mais malgré tout, vous voyez, c'est là. Et là, encore une fois, si on va au-delà du lore, on se dit, tiens, on nous met du Dark Mechanicum un petit peu comme ça, donc c'est pas énorme, mais en même temps, ça existe. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, quand on introduit un petit peu comme ça des forces, c'est pas mal. Ça me permet aussi de me rappeler que dans les descriptifs qu'on a eu avant, que j'ai un petit peu passé, il y avait un passage où on allait chercher les Votannes, parce que les Votannes sont aussi des mercenaires, et donc il y avait eu quelques accords qui avaient été noués entre l'Imperium et des ligues Votannes pour pouvoir défendre Sangatera. Donc vont-ils intervenir, je le pense, hein, on va avoir des petits éléments à un moment comme ça, et c'est pas mal, parce que vraiment, les Votannes, je trouve qu'en termes de lore, c'est très faible. Hein. Ils sont apparus un peu de nulle part. Bon, ils sont dans la galaxie, on les voyait pas. Ah, ok, ils sont là. Mais en fait, ils sont un petit peu partout. Ah, ok, d'accord. Mais ils interfèrent rarement. Et là, le fait qu'on nous les glisse un petit peu, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Moi, je trouve que ça fait plaisir de les avoir. J'aimerais avoir plus de lore sur les ligues Votannes. Et là, je suis content qu'on les ait un petit peu. Voilà. Alors après, on a une présentation des seigneurs de guerre de Sangatera. Donc on a 3 personnages du côté chaotique, 3 personnages du côté impériaux. Donc du côté chaotique, on a bien sûr Arkin World Claimer, j'en ai déjà parlé. Je vais vous juste lire un petit passage. C'est Arkin est un tueur habile et un maître hors pair de la guerre psychologique. Ses flottes d'avant-garde incarnaient cette stratégie. Avant son arrivée, elle se met à la corruption physique et spirituelle sur les mondes cibles, répandant culte et désinformation, terreur et bain de sang. Quand Arkin frapperait, l'ennemi serait déjà à terre. C'est pas très courageux quand même ça, quand même. Arkin, World Claimer, héros de l'apocalypse. Il arrive quand les gars ils sont déjà à terre. Je sais pas. Non mais c'est vrai que au final, alors on voit sa stratégie de terreur, mais voilà, est-ce qu'on peut pas dire que c'est lui qui a peur parce qu'il veut attaquer que quand les gens ils sont déjà par terre? Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un peu moins glorieux. Ensuite, on a Zeran Netatar, l'écorchène, donc lui qui est un des seigneurs des Night Lords. Alors, il a pillé énormément de ressources et ce qu'on nous dit, c'est que il a en sa possession des torpilles psychotourments. Voilà, ces torpilles psychotourments, pour l'instant, c'est pas trop, mais elles sont stockées en fait dans son vaisseau, le Hollow, et on nous dit que il va les utiliser pour mettre à profit en fait tout ce qu'il a pu amasser
passé. Donc ça doit avoir un rapport avec les psycheurs qu'il a capturés, parce qu'il a capturé bon nombre de psycheurs impériaux, et il en a fait des armes dans ses torpilles, et il compte justement gagner encore du prestige. Voilà, donc après, est-ce qu'il a envie de détrôner Arkin ou Handclaimer, étant donné que lui aussi c'est un Night Lord? Peut-être qu'il a envie de suivre justement ce chemin-là, au détriment d'Arkin, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on le reverra très nécessairement. Ensuite, on a Torian Commodar, la serre d'Arovar. Donc là, c'est le précepte, le noble déchu de la maison Mandracor. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'on va avoir pas mal d'histoires sur lui. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, plus de 100 chevaliers du chaos suivirent Commodar au sein de l'armada d'Arkin, dont la comtesse Caliganus, une héritière des dirigeants de Mandracor. Et la haute reine, donc de Mandracor, se méfie de Commodar, et envoie sa fille pour surveiller ses agissements, tout en combattant à ses côtés. Voilà, amour, gloire et beauté. Commodar connaît le rôle de Caliganus et compte s'en servir dès que possible. Voilà, triomphe, gloire et trahison. Voilà, donc ça en tout cas c'est pour les 3 seigneurs principaux du côté du chaos. Et puis on va avoir la même chose pour du côté de l'Imperium. Alors, on a Junit Eruita, vous la connaissez, hein, c'est une figurine assez emblématique des sorts de bataille, donc chanoinesse de l'ordre de Notre-Dame des Martyrs. Eh bien, elle a eu la chance d'arriver bien avant ce que prévoyaient les impériaux, et elle a commencé à organiser justement la défense. Alors, même si elle est très efficace au combat, eh bien, elle va vraiment aider à renforcer toute la structure en fait de défense de la planète, sachant que on nous dit qu'elle a été vraiment outrée de par le nombre de sectes qui apparaissaient, de mutations, de rumeurs de sorcellerie, mais qu'elle sait qu'il s'agit là en fait de pièges proposés justement comme axe de comment dire, d'entourloupe, hein, je trouve plus le mot, mais d'acte de diversion tout simplement, et qu'elle n'a pas mordu à l'hameçon, et même si elle exècre ces choses-là, elle sait que c'est un piège et qu'il faut absolument se concentrer sur le renforcement de la défense planétaire. Donc voilà, elle est quand même assez maligne. Ensuite, on a Erasmus Cartavolnus, donc l'inquisiteur de l'Ordo Malleus, qui était sur Vigilius, qui a vu justement la Sainte disparaître, happée par le Seigneur Démon et par le Warp. Et tout au long de son voyage, alors il a réussi par des routes secrètes à voyager plus vite que l'armada d'Arkin et d'arriver justement sur Sangatera avant lui. Donc il s'est présenté tout de suite à Junit Eruita, et il lui a proposé en fait d'essayer de démasquer la corruption qui était au sein des défenses de l'Imperium, et il se charge aussi de prendre pour lui la défense de la tour des Murmures pour en protéger les astropathes, parce que pour lui la communication c'est extrêmement important, et voilà, il prend pour lui la charge de cette défense là. Et enfin, 3e héros du côté de l'Imperium, c'est Arvin Nardes, qui est le maître de la 3e compagnie de combat des Guardians of the Covenant, qui sont des successeurs des Dark Angels, donc un chapitre des impardonnés, et on nous dit que lui, eh bien, ayant compris que l'armada qui arrivait était très importante, la guerre spatiale ne pourrait pas être gagnée quoi qu'il arrive, et qu'il fallait absolument sécuriser ce qu'on appelle la batterie de la voie de l'empereur, qui sont des défenses anti-spatiales, parce que c'était la seule chose qui pouvait vraiment lutter contre la puissance qu'allait développer Arkin dans l'atmosphère, dans l'espace, et que bien évidemment il fallait du Space Marine pour pouvoir défendre cette zone capitale. Alors ce qui est à noter, c'est que du côté de l'Imperium, je trouve que le côté Space Marine, en tout cas la personnalisation de ces personnages, elle est un peu mise en retrait. On va plus avoir vraiment les sorts de bataille qui sont mis en avant, parce que vous voyez, quand on arrive sur Sangatera, ce n'est pas Arvin qui va prendre le commandement, mais c'est vraiment Junit, et je pense que ça se ressent, j'ai ressenti dans la lecture, le côté les Space Marine est mis un petit peu vraiment en retrait, et en plus on n'a pas un chapitre très emblématique, on n'a que des successeurs, les Guardians of the Covenant, peut-être que vous les jouez, hein, ça peut être sympa, mais on n'a pas souvent du lore sur eux en fait, ils sont pas vraiment mis en avant, donc est-ce à dire que c'est un chapitre qu'on peut facilement sacrifier? Je sais pas, on verra, mais je pense. Après Junit, là par contre c'est un peu dommage, elle a sa figurine. Est-ce qu'on sait qu'elle ne va pas mourir de ce fait-là? Je ne sais pas, on verra. Je sais pas, faites vos pronostics d'ailleurs, n'hésitez pas à faire vos pronostics dans les commentaires. Alors, j'allais dire ne trichez pas pour ceux qui ont déjà lu, mais en fait non, à ce moment-là, vous n'êtes pas censé l'avoir déjà lu, donc vous ne savez vraiment pas. Donc allez-y, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça peut être sympa.
Ensuite, on a un petit diagramme du Planet Killer avec un petit peu de lore hein, sur ce vaisseau assez emblématique. Donc, si on prend la peine quand même de le mettre en avant, c'est certainement qu'il va avoir une place très importante dans la suite de l'histoire et que peut-être ça va donner envie à certains de s'acheter un Planet Killer. Si un jour il y a un Planet Killer qui sort en plastique, est-ce que j'en ferai partie? C'est pas du tout impossible. Mais encore une fois, hein, j'insiste, mais encore une fois, il y a tellement d'éléments qui donnent envie de faire du petit jeu de vaisseau spatial. J'ai arrêté de dire Battlefleet Gothic, enfin du Battlefleet Gothic, mais parce que je pense vraiment que Battlefleet Gothic, c'était la guerre gothique, c'était à une époque, à un endroit particulier. Là, je pense vraiment que, justement, ces milliers de vaisseaux, etc. Alors, du côté de l'Imperium, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça peut être un peu décevant. Mais en tout cas, là, ça donne encore une fois envie. Donc, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'il a une capacité unique qui est de pouvoir détruire, en fait, des planètes. Mais alors, vraiment, la détruire, c'est-à-dire que vous me dites, oui, mais en fait, l'exterminatus, la destruction des planètes, ça existe, oui, mais souvent, c'est avec des bombes virales, ce genre de choses, et on va soit avoir une destruction de la biomasse, par exemple de la planète, de l'écosystème, de l'atmosphère, parfois une rupture de la croûte avec des bombes à fusion, mais là, le Planet Killer, c'est vraiment l'image qu'on a, à savoir, allez, on va chercher Star Wars, on va chercher l'étoile noire, on va chercher ce rayon qui fait pouf la planète. Et là, c'est pouf, pouf la planète. Alors, même sans aller jusque-là, chose qui est assez intéressante, c'est que quand on a une arme aussi puissante, on peut se dire, mais en fait, à quoi sert d'avoir toute une armada autour si ce n'est pour le protéger? Mais à quoi sert d'emmener la Black Legion sur une zone pour la capturer? En fait, il suffit simple de faire pouf, j'arrive sur un système, pouf, je fais sauter la planète, pouf, je fais sauter la planète, pouf, je fais sauter la planète, et peu importe tous les héros qu'on a sur la croûte, hein, on peut avoir Manus Calgar, ou même n'importe qui, hein, ou même le lion, ou même Gilliman qui fait « Eh, de toi là-haut !» Voilà, vaporisé, on n'en parle plus. Mais on nous dit quand même, hein, on explique quand même ce petit biais scénaristique en disant que Abaddon ne détruit un monde que si cela lui offre un véritable avantage. Donc, est-ce que si un de ces... Parce qu'il y a un primarque loyaliste dessus, est-ce que c'est un véritable avantage de détruire? Peut-être. Mais on va nous dire qu'il utilise cette arme avec beaucoup de parcimonie et que, voilà, il va pas juste arriver et détruire tous les mondes comme ça. Même si... on se dit que quand même ce serait un peu plus simple pour aller jusqu'à Terra, pas Sangatera, mais vraiment Terra, et de faire pouf pouf à chaque planète. Bon, on verra, vous me dites ce que vous en pensez, mais en tout cas on nous dit que malgré tout, voilà, malgré tout, pour qu'il ait un sens, c'est pas juste une grosse arme, c'est aussi un vaisseau qui a beaucoup plus de puissance de feu que n'importe quel vaisseau existant au sein de l'Imperium. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez approchant d'une Blackstone Fortress? Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir son canon pour être redoutable et que je suis assez curieux de voir dans un duel par rapport à peut-être au vaisseau amiral de Gilliman ou par rapport au Vengeful Spirit. Alors, il y a peu de chances qu'on les voit... après, on sait jamais, hein, mais il y a peu de chances qu'on les voit s'affronter l'un l'autre. Mais je serais curieux de voir qui surclasserait l'autre. Parce que le Vengeful Spirit, c'est quand même une Arche Gloriana, un des plus gros vaisseaux, enfin un des plus précieux vaisseaux de l'humanité, tout court. En tout cas, ce qu'on dit ici sur Planet Killer, c'est qu'il n'a certainement pas été fait dans l'espace réel et qu'il a dû être forgé par les prêtres du Mechanicus ou par d'autres entités. Voilà, qui a un système de cristaux Tricali qui voilà, permettent de confiner le warp. Donc on peut imaginer bien sûr que ces canons sont des canons warp. Voilà. Et puis voilà, donc quel impact aura-t-il? Est-ce qu'il va détruire le monde de Sangatera? Est-ce qu'il va s'écraser dessus? Est-ce qu'il va pouvoir tirer? Est-ce que, je sais pas, peut-être que les Covenants, les Guardians of the Covenant vont aller faire un assaut dessus, le récupérer? Je sais pas, mais en tout cas, il est là, c'est colossal et ça doit avoir un impact. Donc j'espère qu'il y aura un impact. Je suis vraiment curieux de voir la suite et voilà, parce que le Planet Killer, c'est vrai que un peu comme tous les gamins, hein, j'avoue, on est là en disant « Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est assez puissant ?» Et je suis content vraiment de l'avoir dans cette partie du bouquin. Voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc cette première partie, elle a vraiment pour but de remettre les choses un peu en place, se rappeler un peu l'enjeu stratégique du piège de Nashmoon, et donc une des seules voies de communication entre l'Imperium Sanctus et l'Imperium Nihilus. Donc
le moyen pour les forces du chaos d'aller vers Terra, parce qu'en fait, on a toujours cette chose-là. Alors après, c'est vrai qu'on se dit que si la cicatrice Medictube elle était partie un petit peu vers Terra, tac tac tac, bah voilà, il y aurait moins de problèmes, ça serait plus simple. Mais non, là on a simplement une restriction. Alors après, c'est évident, c'est que du coup, toute cette galaxie, ah là là, qui est défendue par l'Imperium, on la coupe, ah là là, ça se rapproche de Terra, mais il y a quand même cette sorte de mur qui ne profite pas autant qu'il pourrait aux forces du chaos, même s'ils l'utilisent bien sûr à leur avantage, eh bien ça reste une limitation pour eux. Et puis il y a ces voies de communication, là, les pièges Nashmoon, qui permettent aux forces de passer d'un endroit à l'autre. Donc c'est bien sûr une facilité pour dire cette planète est importante. Et en fait, c'est tout simplement le remplacement de Cadia. Pourquoi? Parce que Cadia, elle représentait exactement ça. Avant, on avait Cadia qui empêchait les forces du chaos de se déverser de l'œil de la terreur. Alors, bien sûr, fallait plus, donc on a fait péter Cadia, on a ouvert l'œil de la terreur, on a coupé la galaxie en deux, mais maintenant, enfin, si on en était resté là, on se dirait, bah oui, mais en fait, du coup, maintenant, l'Imperium est assailli de toutes parts, donc il a aucune chance de s'en sortir. En plus, la moitié est coupée de la lumière de l'Astronomicum, donc ils peuvent plus voyager, ils sont seuls, ils peuvent plus s'entraider, donc hop, c'est fini. Et en fait, on nous dit, oui, mais non, parce qu'en fait, il y a quand même des petits points de communication, et au final, ce qu'on avait avant avec Cadia, qui était face à l'œil de la terreur, et qui empêchait d'avancer. Là, on a un peu la même chose. Allez, petit zoom de l'œil de la terreur arrive et du coup, ça dézoome la caméra. Voilà, c'est revenu. Voilà, c'est revenu sur le focus. Et on a justement maintenant un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez le piège de Nashmoon qui fait office de Cadia et qui empêche les forces du chaos d'arriver vers Terra. Voilà, donc au final, ça a changé d'ampleur, mais on se retrouve toujours sur le même ressort scénaristique avec une place forte à défendre. Et là en plus, ils ont même été malins parce qu'ils ont fait une double place forte, comme ça on peut en faire tomber une, et on a quand même l'autre derrière parce qu'il faut que les deux côtés tombent, alors qu'avant Cadia c'était qu'une seule planète. Voilà, c'est malin, c'est malin, c'est malin. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que dans ce bouquin on va avoir des réelles avancées, parce que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'avancée, hein. On a juste une mise en place des choses, une situation catastrophique pour l'Imperium, c'est le cas depuis des années, même des dizaines d'années, donc ça ne fait qu'empirer. Jusqu'où ça va aller, eh bien voilà, vous le saurez dans la prochaine vidéo. J'ai essayé de vous la sortir là, encore une fois le plus tôt possible. Je vous rappelle que les vidéos sont disponibles sans publicité et en avance pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Je vous rappelle aussi que Tipeee, c'est ce qui me permet de gagner ma vie et de continuer à faire ce travail, de vous faire des vidéos. Donc n'hésitez pas à me soutenir si vous le pouvez. Vous pouvez aussi passer par MyHobbyPlay si vous faites des achats, que ce soit des romans, des figurines. Vous avez toujours le lien d'affiliation, mettez-le en favori, comme ça après vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous cliquez dessus et puis ça soutient encore une fois mon travail. Voilà, merci à vous, gros bisous, on partage en commente et à bientôt. Salut à tous.